Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur l'évolution ou l'apparition de certains postes dans le football, pourquoi ils ont été créés et quels sont les joueurs qui l'ont incarné le mieux. Cette série, on va la faire avec Max de la chaîne Un Max de Foot, que vous devez sûrement connaître, qui a évoqué dans le premier épisode de samedi le concept de half space, de demi-espace, largement démocratisé par Guardiola à Manchester City. Le lien de la vidéo de Max est dans la description, allez y faire un tour, vous allez apprendre plein de choses. Et accessoirement toutes ces autres vidéos qui sont très cool à regarder. Et quant à nous aujourd'hui, on va s'occuper d'un rôle, d'un poste, d'un style, d'un nom donné à tous ces joueurs touchés par la grâce, un peu plus bas sur le terrain que les meneurs de jeu habituels avec un numéro 10 dans le dos, mais dont le rôle est devenu primordial. Un concept, celui du Regista, sublimé dans les années 2000 par un joueur unique que l'on va découvrir ensemble. On va commencer cette vidéo par un petit point grammatical. Regista, ça vient de l'italien, ça veut dire le metteur en scène au cinéma, celui qui organise, qui voit tout, qui s'assure du bon fonctionnement de son équipe. Au football, c'était un peu la même chose. Le Regista, quand il y en a un dans une équipe, est le véritable point d'ancrage dans toutes les phases de possession. Une étiquette à la base de numéro 6, mais qui va bien au-delà de l'aspect historique du poste. En fait, c'est un phénomène relativement contemporain, puisque dans l'imaginaire collectif encore aujourd'hui, le numéro 6, le milieu défensif, doit aller mettre des boîtes et gratter des ballons un peu partout, pour permettre au milieu plus offensif d'aller se projeter. C'était par exemple le cas de Claude Makélélé quand il était à Chelsea, avec Frank Lampard devant lui. Mais on a déjà connu des profils de numéro 6 qui se projetaient vers l'avant, qui participaient à l'animation offensive. On a eu par exemple Niskens dans l'Ajax et les Pays-Bas de Cruyff, Rijkaard quand il était au Milan AC ou même aux Pays-Bas, ou encore Lothar Matthäus quand il jouait numéro 6 à la Coupe du Monde 90 par exemple, dans un milieu à 3. Sauf qu'un nouveau type de joueur va faire son apparition à la fin des années 90, un milieu moins porté par les courses vers l'avant, par la projection physique, mais plus par la qualité de ses passes et sa vision du jeu. Tout simplement car le football il a changé. Le pressing et l'intensité sont plus du tout les mêmes que dans les années passées, du coup il faut partir de plus bas pour relancer la balle et forcer le bloc adverse à remonter. Un nom ressort en premier dans cette liste, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est celui du Prince de Fernando Redondo, qui arrive au Real en 94. En tant que premier relanceur de l'équipe, avec une justesse technique absolument folle et une qualité de passe dans les mêmes superlatifs, l'Argentin jouait numéro 6 mais était un vrai numéro 10 dans le cœur. Il récupère la balle à hauteur de la défense, il prend son temps, il n'était pas tout le temps pressé dans un jeu pourtant de plus en plus dynamique, ce qui lui permettait d'envoyer des petites offrandes à droite et à gauche. Redondo était un joueur unique avec un profil beaucoup plus physique à la récupération, beaucoup plus costaud, un bon mètre 90 pour aller taquiner les numéros 10 adverses et avec un volume de jeu très conséquent. Mais ce rôle du Regista qui analyse, qui comprend, qui reconnaît le terrain, commence à prendre forme, commence à se définir, et c'est quelques années après qu'un autre joueur va allumer le flambeau. Dans un schéma classique, le Regista est en point de base dans un 4-3-3, un 4-4 de losange ou dans un schéma à 3 défenseurs centraux. C'est le joueur offensif le plus bas sur le terrain, le meneur de jeu reculé, celui qui dicte le tempo, celui à qui on donne le ballon et on s'organise ensuite. Très loin de l'image du 6 qui découpe et qui donne la balle à plus créatif que lui, le Regista va récupérer le ballon directement dans les pieds des défenseurs pour faire remonter le bloc équipe et se projeter directement de l'avant avec une passe. Mais alors il sert à quoi ce fameux Regista? La première de ses qualités déjà, c'est la passe, très courte entre les lignes ou plus longue dans les grands espaces. Le Regista profite souvent du manque d'agressivité au pressing de la part des attaquants pour avoir le temps de scanner l'information, d'analyser ce qui se passe. On part de plus loin pour créer le danger et c'est là le véritable objectif. Convertir une phase totalement arrêtée en une véritable situation de but, une occasion, grâce à une passe millimétrée qui traverse le terrain. Cette prise d'information là avec 2-3 regards est absolument primordiale dans le cas contraire, où le joueur serait mis sous pression et aurait moins de temps pour prendre une décision. Il doit tout faire pour se libérer de l'espace, pour avoir le temps de faire le meilleur choix possible. Et quand ça presse un peu plus justement, le Regista doit être capable de sortir du traquenard grâce à un bagage technique largement au-dessus de la moyenne. C'est sûrement la plus grande qualité d'un milieu du Paris Saint-Germain actuellement. Sa zone, c'est entre sa surface de réparation et les premiers mètres du camp adverse. De là, il peut et il doit tout voir. Mais il y a un point qui est important qu'on va évoquer après, c'est que le Regista doit forcément être entouré de gardes du corps qui doivent le protéger pour qu'il ait tout le temps nécessaire à orchestrer son jeu. Défensivement justement, le Regista s'occupe juste de couvrir sa zone, de fermer les espaces sans aller forcément se jeter dans les pieds de son adversaire et aller chercher un duel. Il essaie au maximum de bloquer les lignes de passe ou de faire une prise à deux avec un autre milieu ou un central derrière lui. Ça, c'était la théorie. Maintenant, on passe à la pratique. Un nom vous vient directement en tête puisque vous l'avez forcément vu sur les extraits précédents, celui de Monsieur Andrea Pirlo. Le joueur représente à lui seul un poste que Carlo Mazzone lui a confié à Brescia, Pirlo étant alors prêté par l'Inter Milan. Normalement, le jeune Italien joue plutôt numéro 10, mais le seul problème c'est que Roberto Baggio vient de débarquer là-bas, donc Mazzone a la merveilleuse idée de le faire redescendre d'un cran. Pirlo jouera numéro 6 et on va tous en profiter. Durant toute sa carrière, l'Italien va en faire voir de toutes les couleurs à ses adversaires. Devant la défense, Pirlo distribue, contrôle, oriente, un football léger et facile, des tout petits pas sans vitesse, sans égal. Celui de l'Italien paraît comme anachronique, détaché d'une discipline où le grand et le fort font peu à peu leur nid.
Mais l'Italien était tellement loin de tout ça et basait tout sur la reconnaissance et la conceptualisation du terrain. Le toucher de balle était trop soyeux, la passe est nonchalante téléguidée, l'architecte voyait tout avant tout le monde. Pas une accélération, pas un coup de rein, mais un ajustement constant de son positionnement pour créer son espace vital et artiller derrière. It always seems that he's alone. He's alone, he has time and he goes away from everybody and he picks his spots and he picks a player. It's very difficult to handle him because whatever you do, he will find some space. On va prendre 3 actions pour illustrer tout ça. La première sur une situation arrêtée. Il n'y a pas de pressing, le premier défenseur est à quelques mètres de Pirlo. Un petit regard pour analyser rapidement la position de ses joueurs et une transversale plutôt classique qui termine évidemment dans les pieds et qui a fait gagner 50 mètres à son équipe. Et dès comme ça qui mène à une vraie occasion, il y en a des dizaines. La deuxième sur une situation de récupération. Pirlo va au duel sans aller chercher le contact physique, c'est pas son point fort. Il récupère grâce à un petit râteau bien senti, directement il regarde devant lui pour voir s'il peut avancer avec le ballon. Finalement il se ravise, feinte de corps pour se libérer des 2 adversaires et se créer de l'espace pour aller ouvrir le jeu à l'opposé de l'action. La technique, la prise d'information, la passe, on a à peu près tout l'attirail. Et la troisième pour finir, sur une situation de transition, on voit Pirlo qui se projette vers l'avant mais qui va se décaler par rapport à la course de son adversaire pour avoir cet espace dont il a besoin. Il observe tout le temps les appels de ses attaquants et envoie une passe enroulée parfaite dans la profondeur. Son football paraît tellement lent et pourtant c'est lui qui accélère car ses passes ne sont pas seulement dans les pieds, elles sont dans la course, dans le bon timing, ce qui permet à son coéquipier de profiter de la vitesse de la balle pour se mettre dans le sens du jeu. Pirlo maîtrisait à merveille le concept de profondeur en anticipant les courses de ses coéquipiers au mètre près et donc en comprenant parfaitement où il devait envoyer le ballon. En un coup d'œil, Andrea prend l'information et envoie sa passe, pied droit ou pied gauche, peu importe, convertissant une phase complètement arrêtée en une véritable occasion de but. Faire beaucoup avec pas grand chose, c'est ça aussi, un vrai regista. Pirlo a sublimé le concept et le poste en élargissant sa palette à des phases forcément plus offensives avec des centres cordeaux, des corners, des coups francs et 2-3 petites frappes qui réveillaient les voisins. Joueur numéro 9 avec Pirlo qui t'envoie ça tous les week-ends, on a connu des positions un peu plus compliquées. Quasiment au niveau de sa défense à certains moments, sa vision du jeu couplée à cette qualité de passe mi-longue ou dans les petits espaces, déboussole complètement des équipes pourtant bien en place. Aérer le jeu quand le pressing se fait de plus en plus oppressant, une mission compliquée mais survolée par l'ancien Rossoneri qui trouvait systématiquement un coéquipier démarqué. L'Italien avait la chance d'avoir à ses côtés des milieux qui lui autorisaient ce style de jeu et cette prise de risque défensive puisque Pirlo n'apportait pas vraiment de garantie sur des phases où son équipe n'avait pas la balle. À Milan, il était entouré de joueurs comme Gattuso, Seedorf ou Ambrosini dans un 4-4-2, en sélection Gattuso encore où De Rossi gravitait autour de lui pour le protéger. On voit sur ces images de la Coupe du Monde 2006, Gattuso qui tourne autour de Pirlo pour densifier physiquement et aussi pour étirer le pressing et permettre à Andrea de jouer entre les lignes. Pareil en Lombardie avec le guerrier, le professeur et le magicien, et pareil à la Juve naviguant devant les 3 centraux, avec Pogba, Marchisio ou Vidal devant lui. Who was your favorite midfield partner to play with? One I played 4 years, Fernando Redondo. The other player is Pirlo. So these are the 2 guys that I've, because we completed each other. Il faut donc un système bien en place pour optimiser le rôle du regista et lui permettre d'être aussi libre dans sa position et dans l'animation du jeu, même si le sosie de Severus Rock pouvait très bien se débrouiller tout seul. ¿Cuántos jugadores me han dado muchas ideas? Puedo pensar a Pirlo, que tenía la gana de hacerlo porque le gustaba y hemos probado esto. Un jugador de calidad en esta posición que es un poco como el director de orquesta. En l'absence d'un pressing efficace et donc avec du temps devant lui, Pirlo pouvait faire ce qu'il voulait et gaver ses coéquipiers de transversales, toutes plus propres les unes que les autres. En plein apogée du football business, Pirlo a proclamé l'avènement du football en costard. Pas mal de joueurs et d'entraîneurs ont suivi le mouvement des registas, et notamment l'espagnol Xabi Alonso. A l'instar du maestro italien, Alonso dispose avant tout d'une incroyable qualité de longue passe et organisait tout ça depuis la défense. Même si son profil plus défensif permettait par exemple à Gerrard d'une certaine liberté dans le jeu, Alonso est un superbe relanceur avec une vision du jeu qui collait parfaitement avec le jeu en contre-attaque du Real à l'époque. Des passes comme ça, on pourrait les compiler pendant des dizaines de minutes. Alonso était un vrai numéro 6 au sens défensif du terme, mais avec une frappe de balle parmi les plus pures qu'on ait pu voir sur un terrain de football.
Pour aller chercher la profondeur ou décaler le jeu sur un côté, l'Espagnol était totalement libre et est reconnu aujourd'hui comme un vrai régista qui crée du danger depuis derrière. Là par exemple il n'y a pas forcément danger, mais là c'est complètement différent. Un poste qu'il occupait aussi au Bayern dans un double pivot avec Schweinsteiger ou un milieu à 3 avec Philippe Lahm en plus. Xavi Hernandez, l'autre espagnol, a aussi joué ce rôle plus tôt au début de sa carrière lorsqu'il jouait dans un milieu à 3 avec Deco et Iniesta devant lui. Mais avec l'arrivée de Yaya Touré en 2007 et l'émergence d'une grande tige à côté de lui en 2009, Xavi avançait un petit peu sur le terrain, dans un rôle plus proche de celui d'un milieu relayeur. Et justement, il y a d'autres types de profils qui ont une grosse qualité d'organisation avec un pied un peu moins précis, ce qui les éloigne de la définition initiale du régista. Busquets au Barça ou même Michael Carrick dans la grande époque de United sont des vrais organisateurs et lisent très bien les déplacements adverses. Dans le cas de Michael Carrick, on est loin de la classe d'Andrea Pirlo évidemment, mais beaucoup le considèrent comme un vrai régista et un joueur dont on parle pas beaucoup, alors que son rôle était crucial dans le système de Sir Alex Ferguson. Et tant qu'on est à Manchester, une petite mention également à Monsieur Paul Scholes. Plus récemment, on peut évoquer Toni Kroos qui joue plus en numéro 8 avec Casemiro derrière, mais on a pu le voir dans certains matchs ou sur certaines séquences, jouer vraiment entre les défenseurs pour lancer l'attaque de derrière. Dans une position plus reculée, mais avec des responsabilités défensives plus limitées avec la présence du Brésilien, il occupait donc à certains moments un vrai rôle de régista. Avec des caractéristiques similaires à celles de Pirlo dans la passe et la lecture du jeu, l'Allemand a une place aussi dans cette liste aux côtés de tous les grands noms qu'on a cités. Et pour finir, on va faire plaisir aux supporters parisiens, on va évoquer Marco Verratti dans un style encore un peu différent. Pas toujours dans un rôle aussi bas sur le terrain, souvent il est un peu plus haut, Verratti est pourtant si fort, un monstre dans le jeu en transition, de la relance et de la résistance au pressing adverse. Cette première ligne qui vient constamment l'embêter, Marco la contourne de n'importe quelle manière possible. Techniquement, c'est juste trop fort. On l'a notamment vu très à l'aise dans cet élément, lors de la victoire contre Manchester City au début de la saison. Sa première passe quand il vient chercher la balle très bas pour lancer la dynamique, pour créer de la vitesse, pour sauter les lignes, est vraiment épatante et Marco est en cela un véritable régista. Dans un football dominé de plus en plus par les grands et les forts, est-ce que le régista a encore sa place aujourd'hui? La réponse est sûrement oui. On voit encore aujourd'hui des joueurs comme Verratti, comme Jorginho ou même Sandro Tonali dans le système de l'AC Milan cette année. Tous, dans certains aspects de leur jeu, sont de véritables régistas. Voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur ce rôle, essayer de comprendre un petit peu les objectifs du poste et comment justement Pirlo a su en tirer tous ses avantages. Et rassurez-vous évidemment, il y aura très rapidement un compte de foot sur l'italien. D'ailleurs, on est bientôt 200 000 sur la chaîne, donc un grand merci à vous, c'est incroyable. Je vais essayer de préparer une petite vidéo sympa pour l'occasion, donc j'espère que ça vous plaira. Nous, on se retrouve dès mercredi dans 2 jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Max et vendredi sur la chaîne Compte de Foot pour les 3e et 4e épisodes de la série qui, je l'espère, vous permet d'apprendre un petit peu plus de choses. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir comme à chaque fois, on se retrouve très vite. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.